Merci. Je remercie encore la SO de m'avoir sollicité pour ce sujet, qui est celle des arthroplasties inversées instables. C'est un sujet qui est bien complexe, vous allez le voir, et pour lequel de temps en temps on n'a pas vraiment de réponse. Mais on va essayer au moins de détailler les options que l'on peut envisager pour gérer ces arthroplasties instables. Alors c'est pas fréquent, je dirais, mais quand ça vous tombe dessus, vous êtes bien embêté. On retrouve un petit peu ces chiffres, entre 1 à 2% des arthroplasties inversées instables en primaire, dans le cadre des indications de rupture massive. C'est à peu près 20% lorsqu'on révise une arthroplastie, ce qui est très ennuyeux parce que finalement, si vous avez 20% de risque d'instabilité chez un patient à qui vous proposez une révision de prothèse, il faut y ajouter les risques infectieux et on arrive rapidement à un patient sur quatre qui a une complication post-opératoire. Et puis le cas particulier que tout le monde ne rencontre pas, mais qui peut se voir dans un CHU, c'est les arthroplasties après résection tumorale. Et là, c'est un patient sur deux, en fonction de la hauteur et du niveau de résection, qui va être exposé à un risque d'instabilité. Alors, on n'est pas très bon en France, mais ils ne sont pas meilleurs aux États-Unis. Et vous voyez que là, c'est une étude multicentrique qui a été faite à l'ACES, l'American Shoulder, où ils retrouvent toute indication confondue, 2,1% sur quelques milliers d'arthroplasties inversées qui ont été posées. Donc on est à peu près dans les chiffres. Mais on n'est pas bon. Parce que si vous regardez les registres de hanches, pardon, eh bien vous allez trouver entre 0,4 et 0,6%. Donc on n'est pas bon en arthroplastie inversée d'épaule. Alors, dans le détail, évidemment, ce chiffre de 2% environ des arthroplasties inversées, il est à modérer en fonction de l'indication. Et typiquement, les arthroplasties posées dans le cadre des arthroses primitives, ou plutôt primaires, c'est-à-dire avec coiffe compétente, c'est plutôt 0,8%. Ça en est pas mal, c'est déjà la moitié. Si c'est dans le cadre des pseudarthroses, on est plutôt à 7%. Mais voilà, donc quand il y a un discours à envisager en préopératoire, il faut retenir environ 2%, entre 1 et 2%. Alors quels sont les facteurs de risque que l'on retrouve d'avoir une instabilité après prothèse inversée? Le premier, il est à peu près évident, c'est le fait qu'il y ait une instabilité préopératoire. Donc un patient que vous révisez pour instabilité, ben, il a un risque multiplié par 20 d'avoir une instabilité post-opératoire. Donc ça, c'était à peu près logique, ce qui regroupe à peu près les chiffres que l'on a vus, c'est-à-dire d'échecs de stabilisation. La pseudarthrose de l'humérus proximal multipliée par 6 environ, et puis la révision multipliée par 5 environ. Si on regarde maintenant les indications, on va dire plus conventionnelles, rupture massive versus toutes les autres, rupture massive de quoi versus les autres indications, eh bien ça augmente d'environ 2,5. Le chiffre ici concernant le ratio homme-femme est d'environ de 2. Donc on a plus de risque d'avoir une instabilité chez un homme qu'on l'aurait chez une femme, pour des raisons pour l'instant encore relativement inconnues. Et puis, il y a ce petit élément que l'on retrouve assez régulièrement dans la littérature, c'est la réparation du sous-scapulaire dans l'arthroplastie inversée, qui est discutable pour certains. Il y en a qui réparent jamais, d'autres qui réparent toujours, mais dans les registres avec un niveau de preuve un peu intéressant, vous voyez que l'absence de réparation va multiplier par 2 le risque d'avoir une instabilité. Donc, ces éléments-là à avoir en tête. Alors, ils ont été publiés assez récemment, mais finalement, Gilles, à travers ses travaux, l'avait déjà, pour une part, un peu identifié. Et vous voyez, il avait vu dans ce travail publié chez Soramps en 2006 que, eh bien, si vous aviez eu des antécédents chirurgicaux, quels qu'ils soient, vous multipliez le risque par 3. Il y avait une notion d'instabilité en fonction de la voie d'abord, qui n'est pas retrouvée dans les autres série, mais la deltopectorale versus la supérolatérale qui était un petit peu plus stabilisante. L'effet CAM, c'est-à-dire qu'il peut survenir soit parce qu'il y a une déformation de l'humérus proximal, soit parce qu'il y a eu des ossifications périarticulaires, était un facteur de risque. Et enfin, les déficits des parties molles que l'on imaginait bien, c'est-à-dire une atteinte du deltoïde, sachant que ce n'est pas une contre-indication formelle en dehors d'une atteinte complète, mais d'une atteinte partielle du deltoïde antérieur à une arthroplastie inversée, expose bien évidemment à un risque augmenté d'instabilité et la rupture du sous-scapulaire, ou en tout cas un sous-scapulaire non réparé qui l'augmente également. Les défects osseux proximaux, comme vous pouvez les voir ici sur cette radiographie, sont retrouvés également comme étant des facteurs de risque d'instabilité. Alors, de manière un peu plus, on va dire, stricte, voici la classification qui a été proposée par Frankel, qui permet de regrouper un petit peu toutes les causes.
Alors, elle n'est pas facile à lire, mais on retrouve toujours, la première cause, le défaut de compression, la deuxième, le défaut d'ajustement, on va dire, de congruence des implants, et puis les facteurs conflictuels qui peuvent être responsables d'une instabilité de prothèse inversée. Maintenant, si on regarde dans le détail, vous voyez qu'il y a pas mal de détails, mais en fait, il y a on retrouve le défaut des parties molles, c'est-à-dire le deltoïde, le sous-scapulaire, et puis les conflits avec les parties molles ou l'os, mais enfin c'est plutôt parties molles. Puis il y a les causes qui sont liées à l'os, et vous voyez que la fracture de l'humérus, la fracture acromiale, la hauteur humérale, tout ça c'est défaut de couverture osseuse. Et puis il y a les anomalies liées plutôt à la pose prothétique technique, et on va en revoir quelques exemples. Les tailles d'implants undersizés, là, enfin c'est sous-taille, je ne sais plus comment on dit, donc qui posent un problème également d'ajustement, d'alignement de la prothèse. Alors, les défauts de compression. Alors, c'est probablement l'une des premières causes, et je crois que c'est celle qu'il faut en premier lieu analyser, c'est-à-dire la tige est-elle à la bonne hauteur? Alors, elle peut l'être par défaut technique ou par choix. Vous voyez ici à droite deux implants qui sont positionnés à deux hauteurs différentes, soit parce que la coupe humérale n'était pas à la bonne hauteur, soit parce que le chirurgien volontairement, et ça on l'a rencontré, vous l'avez peut-être rencontré dans votre pratique, a surcoupé l'humérus pour faciliter l'exposition glénoïdienne. Et on l'a déjà vu dans des épaules très raides, d'avoir des recoupes humérales qui permettent de mieux exposer la glaine, ou une recoupe humérale qui permet de mieux réduire une prothèse qui est difficile à réduire. Eh bien, c'est probablement une erreur récente, mais une erreur fatale, puisque le fait de raccourcir le membre supérieur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais en général c'est sous l'humérus, va certes faciliter l'exposition, certes faciliter la réduction, mais va exposer secondairement un risque d'instabilité une fois que l'environnement tissulaire va être relâché. Et puis, il peut y avoir des défauts liés à un enfoncement prothétique sur des implants décellés qui, elle aussi, va être responsable secondairement d'avoir un défaut de compression de l'implant. Donc, comment l'évaluer? Eh bien, en général, des radiographies bilatérales de l'humérus de face permettent de mesurer la hauteur humérale et de constater, soit par le décèlement, soit au niveau de la coupe, que l'on est fautif, entre guillemets, ou que l'on retrouve la responsabilité dans la longueur humérale comme étant la cause de l'instabilité. Alors ici, un cas traumatique, vous voyez que c'était une fracture complexe de l'humérus proximal, que l'on a reconstruit sur une prothèse totale d'épaule inversée, avec, du fait de la comminution, une certaine difficulté à restituer la longueur humérale. Et on n'a pas échappé à l'instabilité prothétique, que l'on a corrigée, on va dire, avec un rehaussement de la prothèse par un spacer additionnel. Ça peut être un défaut également de compression par un défaut osseux de l'humérus proximal. Le défaut osseux peut être lié à un défect osseux primitif ou secondaire, et on voit des ostéolyses du tubercule majeur d'une part, ou alors un défaut de reconstruction de l'humérus proximal qui vont diminuer cet effet de compression qui est très théorique, mais qui existe, de deltoïde qui va comprimer l'implant face à sa glaine. Alors, ça peut être corrigé d'un côté, vous voyez, par la reconstruction de l'humérus, mais ça peut être aussi corrigé, on le verra, par une latéralisation de l'implant glénoïdien qui va reconstituer ces forces compressives du deltoïde. Alors ici, vous voyez une arthroplastie inversée mise en place dans le cadre d'une fracture avec une tubérosité qui s'est complètement lisée, qui a non seulement occasionné un décèlement prothétique, mais également secondairement une instabilité prothétique. Et l'on voit bien ici que le défect proximal est probablement la cause initiale du décèlement, mais aussi de l'instabilité. Alors, la deuxième cause de défaut de compression peut venir aussi de la glaine, en tout cas de l'ensemble et du mariage glaine-humérus. Et l'on voit ici un implant qui pourrait être considéré comme étant trop médialisé, d'une part par le défect osseux glénoïdien, le défect osseux huméral d'un côté, mais aussi par la position de la glaine, qui va donc générer des forces deltoïdiennes de stabilité latérale. Donc le deltoïde ne va pas coapter en vertical, mais coapter en latéral. Et donc, classiquement, ça crée donc une espèce de piste latérale qui va entraîner une instabilité latérale prothétique.
Le défaut de contenance peut être lié à des défauts techniques. Et là, on a ici un implant dans lequel la stabilité se fait par un code Morse qui peut parfois se désadapter par micro-mouvements ou qui a eu initialement un défaut d'adaptation, de clipsage. Et donc, vous avez une instabilité secondaire. C'est un implant qui s'est luxé secondairement avec donc ce défaut de contenance de l'un par rapport à l'autre ou par décèlement glénoïdien, parfois immédiat dans des reconstructions ou parfois secondaires, avec, vous voyez, un arrangement de la glène qui s'est tilté vers le haut et donc forcément un défaut de contenance. Le défaut de contenance peut venir aussi du défaut de rétentivité qu'il y a entre le mariage, on va dire polyéthylène-sphère. Alors, c'est quelque chose qui a été exploré assez récemment, bien que dans la plupart des implants, je ne parle pas que de l'épaule, mais il y a aussi la hanche, il y a des congruences que l'on peut faire varier qui permettent d'avoir des implants dits rétentifs ou pseudo-rétentifs. En fait, la rétentivité peut être calculée selon le ratio qu'il y a entre le pourcentage de votre sphère, de demi-sphère qui est à l'intérieur du polyéthylène, D, sur son rayon. C'est une manière de le calculer, mais c'est une manière qui permet quand même d'explorer à peu près tous les implants. Et l'on voit, et je vais vous donner quelques exemples, qu'entre les différents implants, d'une marque à l'autre, d'une compagnie à l'autre, mais également en fonction du diamètre de la sphère, cette rétentivité peut varier. Et donc, par exemple, on prendra une sphère 34 de la société de MoveUp qui produit la prothèse ISA, et vous avez une rétentivité qui est à 45,8, et si vous prenez la sphère de 42, elle est inférieure, alors que spontanément, on aurait pu penser que la rétentivité est supérieure, mais elle est à 37%. Alors que ça évolue à peu près dans le même sens chez Equalis, enfin chez Tornier Stryker. Vous avez chez Xtend, donc J&J, une rétentivité qui évolue dans l'autre sens, c'est-à-dire que la sphère augmente et la rétentivité augmente. Donc c'est un mariage polyéthylène-sphère. Alors ça a été parfaitement étudié dans ce papier en 2025, entre autres de Jean-David Vertel, qui rapporte qu'on peut considérer qu'une rétentivité standard, selon ce qu'on appelle standard, est entre 45% et 63%, ce qui est assez large. Et au-delà de 63%, on a des polyéthylènes dits hyper rétentifs qui permettent donc d'avoir une capture de sphère beaucoup plus importante. Il peut y avoir donc, je reviens sur les causes, un conflit osseux. Ici, un exemple radiographique, manifestement d'un conflit médial qui, parfois, avant de creuser l'encoche, va créer une instabilité latérale prothétique en adduction. Alors, un certain résumé a été apporté ici par Pascal Boileau en 2016 dans sa conférence d'enseignement qui, à partir de prothèses instables, lui avait fait un focus sur principalement un défaut de longueur, on va dire, ou de latéralisation. Donc si le mérus est raccourci, on va dire le membre supérieur est raccourci de moins de 15 mm, eh bien on peut s'affranchir, on va dire, de ce défaut en rajoutant un polyéthylène plus épais ou éventuellement une entretoise métallique. Si c'est de plus de 15 mm, en général, ça va à la limite de ce que l'on peut faire et ça occasionnera un remplacement prothétique. Si l'humérus est trop médialisé, eh bien de moins de 15 mm, on peut corriger le problème par des sphères de plus grand diamètre, avec ou sans latéralisation, mais si c'est de plus de 15 mm, il faudra probablement latéraliser un peu plus la sphère, donc la reprendre éventuellement avec l'association soit de métal, soit de greffe osseuse. Alors maintenant, quoi faire ? Vous avez une prothèse instable que vous voyez à moins de 3 mois, c'est-à-dire c'est une luxation ou une instabilité précoce. Bon, je pense que tout le monde s'accordera l'idée de faire une simple réduction par manœuvre externe, idéalement sous anesthésie générale, même si j'ai eu la chance de pouvoir le faire à la consultation au moins une paire de fois, mais en général, ça suppose une anesthésie générale. Eh bien, la littérature rapporte qu'on a une efficacité dans 30 à 50% des cas. Donc, c'est vraiment un coup de chance si vous arrivez à la réduire par manœuvre externe. C'est souvent suivi d'une immobilisation que vous allez imposer au patient. Il n'y a pas de consensus. Est-ce qu'il faut être en abduction, en adduction, en rotation neutre ? La littérature n'est pas très claire à ce sujet. Et par contre, on a une stabilité définitive qui est de 60% des cas. En d'autres termes, on a 40% qui, après une réduction par manœuvre externe, vont à nouveau se reluxer. Alors, que faire si vous n'y arrivez pas par manœuvre externe, même sous anesthésie générale, ou si vous avez un échec ? Eh bien, fort logiquement, on va raisonner, on va dire, dans le pratico-pratique, on a tous envie de dire, bon, ben, je vais l'allonger, et puis je vais peut-être le coapter un peu plus. C'est les choses les plus simples. C'est ce qu'on appelle en chirurgie de hanche, changement des pièces mobiles. Donc, on va réaborder chirurgicalement, augmenter la taille de la sphère,
la mettre éventuellement excentrique, mais je vous rappelle les pourcentages de capture des polyéthylènes. Il faut peut-être se rapprocher de la société à laquelle vous travaillez pour être sûr que vous augmentez la capture ou éventuellement mettre une rétentivité supérieure du polyéthylène et bien sûr allonger par une épaisseur de polyéthylène supérieure, voire également rajouter parfois une entretoise, ce qui vous permettra d'allonger encore un petit peu plus. Il y a d'autres solutions qui ont été rapportées dans la littérature, je n'en ai pas l'expérience, mais qui montrent, vous voyez, des petits artifices comme ça, on va dire simples finalement, hein, qui ne justifient pas véritablement de réviser complètement les implants, mais qui peuvent, vous voyez, par des cerclages, stabiliser l'implant à la glène en faisant passer un fil en arrière de l'embase ou éventuellement en passant à travers l'acromion, comme c'est suggéré ici par Salazar. Et puis, il faut retester son implant, et c'est sur ce point que je voudrais vous interpeller. La plupart de la stabilité prothétique, on pense qu'elle provient d'un implant qui est stable en abduction, rotation externe, un peu comme l'instabilité antérieure de l'épaule. En fait, dans l'instabilité de la prothèse inversée, je pense que ce test-là, que j'utilise maintenant systématiquement après avoir posé ma prothèse, c'est le test dit de Bauer, mais que peut-être vous connaissiez ou que vous aviez déjà évalué tout seul, est beaucoup plus intéressant. Il consiste, vous voyez, à essayer de créer une décoaptation en tirant le bras vers vous et en imprimant une subluxation supérieure. Vous voyez qu'en avant, il est clairement instable. Hein, c'est un patient qu'on a révisé, donc c'était facile de vous dire qu'il l'était puisqu'il s'était luxé. Mais également et surtout, vous voyez, une instabilité plus latérale finalement qu'antérieure, à mon sens. Donc ça, c'est un test assez spécifique que j'utilise maintenant, le type de test de Bauer, dans les instabilités de prothèses inversées. Alors, maintenant, que faire de plus complexe ? Ben, évidemment, lorsque vous avez un échec après éventuellement un changement des parties molles, d'avoir dans des pièces mobiles, peut-être qu'il faut changer l'humérus ou changer la glène ou parfois changer les deux. Donc évidemment, un changement huméral permet de rallonger ou de suspendre une tige si vous êtes en défaut d'allongement. Ça permet également de modifier la rétroversion. On va voir quel est l'impact mécanique que cela peut avoir. Il faut parfois, à mon sens, changer l'inclinaison et la capture du polyéthylène. Et puis, bien sûr, bien vérifier que la reconstruction osseuse humérale est complète. Ici, un exemple d'un patient dit instable. Et manifestement, il y avait un défaut technique, puisque en opératoire, on a constaté, donc ça c'est l'instabilité que vous voyez, un test de Bauer qui va être positif. On va voir que ça se subluxe en avant, certes, mais également en latéral. Et en opératoire, on a constaté qu'il y avait une rétroversion de 75 degrés, qui est probablement un défaut de pose technique. Donc la rétroversion n'est pas la garantie d'une stabilité, on l'a vu à travers cet exemple-là, et au-delà du fait qu'on a bien sûr rallongé, on a aussi positionné l'implant à 0 degré de rétroversion. Le changement de tige a aussi entraîné, donc vous voyez qu'on a agi sur plusieurs facteurs du changement de rétentivité de l'implant, alors du polyéthylène. Alors, cette étude est particulièrement intéressante puisqu'elle décrit, on va dire, la stabilité intrinsèque de la prothèse en fonction de la version de la glène. C'est une étude cadavérique, évidemment, inversion de la glène et rétroversion. Alors, vous voyez, si on lit le schéma ici, qu'on va prendre une glène dont la rétroversion est nulle, vous avez parfaitement positionné la glène, elle est à 0 degré, et vous avez donc une tige qui est ici, qui est à 0 degré, on va dire que c'est la ligne de base. Eh bien, si vous augmentez la rétroversion de votre glène ou si vous augmentez l'antéversion de votre glène, vous allez perdre en stabilité. Donc, on va dire que c'est en défaut de pose et de stabilité que vous allez obtenir avec notamment si votre tige est rétroversée, hein, puisque c'est un peu l'école de la rétroversion, en tout cas en France, de dire entre 10 et 20 degrés de rétroversion. Eh bien, on est inférieur à ce qu'on aimerait obtenir, c'est-à-dire la stabilité prothétique. Si maintenant vous êtes à 0, mais que vous allez mettre plutôt de l'antéversion, c'est donc les lignes au-dessus, alors neutre ou antéversé, vous allez gagner en stabilité. Oui, mais vous allez gagner en stabilité et vous allez perdre en conflit, ce qui est un petit peu la problématique, puisque vous avez un implant qui va toucher plus facilement, a priori, derrière en particulier, si vous mettez de l'antéversion, donc avec un risque d'encoche. Il y a probablement un effet de l'inclinaison sur la stabilité prothétique. La plupart des implants modernes sont latéralisants dans l'humérus. On est parti d'un implant de Grammont qui était à 155 degrés et petit à petit, on a latéralisé l'humérus par rapport à la glène pour augmenter justement l'arc de rotation.
ce qui est une vision louable de l'avenir des prothèses inversées, mais on a probablement perdu en stabilité, en tout cas c'est la sensation que l'on a avec des implants modernes, et repasser à des implants à 155 degrés dits de Grammont pourrait être une option, en tout cas envisageable, lorsqu'on a une instabilité prothétique. En fait, l'expérience, elle vient d'un groupe de chirurgiens où on a regroupé nos cas sur une base de données de plus de 500 prothèses inversées. On a trouvé 9 cas d'instabilité que l'on avait corrigés avec cet implant qui est un implant latéralisé par des allongements et des changements de sphère. C'est exactement l'exemple que vous avez devant vous. Un implant instable que l'on change, on augmente la taille de la sphère, on l'infériorise et puis on augmente l'épaisseur du polyéthylène. Et l'implant reste instable à tel point que donc on a révisé ces implants tous de la même manière. C'est-à-dire que, vous voyez, l'implant est instable en latéral. Hein. Ce n'est pas des luxations complètes, mais c'est une instabilité avec des subluxations que le patient perçoit bien dans son quotidien. Et bien après le changement de tige, rebasculant sur une tige à inclinaison 155 degrés, on est arrivé à stabiliser complètement les prothèses. C'est 10 cas qui aujourd'hui encore, puisque j'ai refait l'update hier, sont encore stables. Donc, on a probablement agi sur l'inclinaison, on a aussi agi sur la rétroversion, on a aussi agi sur la rétentivité du polyéthylène, mais ça, probablement que les trois combinés sont actifs sur la stabilité prothétique. La reconstruction humérale me paraît aussi être fondamentale. Ici, c'est une prothèse un peu particulière qui avait eu, vous voyez, une résection massive pour une tumeur avec une allogreffe qui s'est complètement lisée. Eh bien, cette prothèse est instable. Elle est réduite ici parce qu'elle avait été réduite, elle avait été réduite dans un hôpital secondaire et elle m'a été envoyée pour révision, pour récidive d'instabilité. Donc, on est allé reconstruire cette fois-ci avec une allogreffe massive et à ce jour, à 2 ans de recul, l'épaule est stable sans nouvel épisode d'instabilité. On peut, sur des défects osseux proximaux minimes, reconstruire, non pas avec une allogreffe qui parfois n'est pas toujours accessible dans les établissements, mais vous voyez, avec du ciment, et ce pour des défects de moins de 5 cm, c'est ce que Pascal Boileau recommandait, effectivement, cette reconstruction pour essayer de recréer l'effet de compression du deltoïde peut être plus simple à réaliser. De temps en temps, on a l'impression d'avoir tout bien fait et on a toujours une instabilité prothétique. Ça, c'est un patient à qui on a fait cette reconstruction de l'humérus proximal. Vous me direz, ça partait déjà mal, vu la résection qu'il y avait eu. C'était une tige de reconstruction sur mesure et on avait, on va dire, passé quelques minutes pour reconstruire l'humérus proximal avec un tibia distal. Donc vous l'inversez, vous mettez une allogreffe massive et vous dites, c'est pas possible, là, le deltoïde va bien appuyer pour stabiliser l'implant. Oui, c'est le résultat radiographique que vous avez, mais je suis sûr que vous voyez déjà le défaut de pose. Pourtant, ce n'est pas le plus compliqué à faire. C'est-à-dire que vous avez une prothèse instable parce que la glène regarde vers le haut. Donc là, clairement, l'instabilité prothétique est liée à un défaut de pose glénoïdienne avec une glène qui est tiltée vers le haut. Et dès l'instant que vous la corrigez, c'est ce qu'on a fait ici en rajoutant cette fois-ci une entretoise métallique, on a pu stabiliser l'implant et ça paraît logique que si la glène regarde vers le haut, eh bien, ça va faciliter l'échappement, la prothèse, au-delà du fait que ce soit un cas très particulier, mais pour lequel il n'y avait pas de défaut de reconstruction et on avait une fonction deltoïdienne qui était correcte. Donc le tilt paraît aussi être fondamental. Alors, quelles sont les dernières options ? Eh bien, de temps en temps, vous avez l'option dite de sauvetage. Vous pouvez être chanceux. Ici, vous avez une homarthrose primitive avec une glène, on va dire, entre B1 et B2. Et le choix du praticien avait été celui de mettre une prothèse inversée. Pourquoi pas ? Et on le sait tous aujourd'hui, ça donne en général d'excellents résultats. La tige était rétroversée à 20 degrés. C'est un implant, on peut dire, de génération récente avec un angle à 145 degrés compensé et une réinsertion du sous-scapulaire. Malheureusement, premier épisode d'instabilité que vous voyez ici, après une chute, ce qui peut arriver chez des patients un peu âgés, et qui a été réduit par manœuvre externe. Jusque-là, tout va bien, mais sur un faux mouvement, nouvelle récidive, et un patient qui commence, parce qu'il est un peu âgé, à se dégrader. Et donc, à ce moment-là, on a repris, et on a dit, on va faire simple. Et on a mis une sphère qui était, je crois, à peu près la même, il n'y a pas eu de changement de sphère, mais on a rajouté un petit peu de tension dans les parties molles, en rajoutant ce spacer additionnel et un polyéthylène plus épais. Mais récidive à nouveau sur un faux mouvement. Et là, eh bien, c'est vrai que de temps en temps, il faut abdiquer et se dire qu'une bonne hémiarthroplastie peut donner une solution dite de sauvetage.
On est un petit peu chanceux sur le coup. En fait, c'est pas moi, c'est le docteur Lefebvre à Strasbourg, parce que vous voyez, c'est une patiente qui a finalement, dont on est sorti de l'ornière parce qu'elle a une épaule qui restait centrée malgré tout en antéro-postérieur, et donc on a un résultat fonctionnel qui était un peu inattendu. Donc en conclusion, je voudrais dire que la prothèse totale d'épaule inversée instable, c'est une situation qui est rare dans les implants primaires, mais qui sont aux alentours quand même malgré tout de 2%. Et le problème que l'on rencontre, c'est sa récidive d'instabilité dans à peu près 40% des cas. Donc je dirais que c'est souvent multifactoriel. Il n'y a pas une cause, mais il y a parfois plusieurs causes. Et c'est là la difficulté dans l'analyse de nos dossiers. La première chose à vérifier, à mon sens, c'est l'accourcissement potentiel huméral, la version humérale, la position de la sphère qui doit être toujours infériorisée. Et de manière préventive, de manière technique, c'est sûr qu'il vaut mieux, à mon sens, réinsérer le sous-scapulaire, soit de manière préventive, soit éventuellement de manière définitive s'il est réparable. Le défaut peut être également dans l'implant, et on en a vu aujourd'hui que les implants modernes sont peut-être plus mobiles, mais moins congruents, et en particulier lorsqu'on latéralise énormément les implants. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir éclairé quelques zones d'ombre, et puis j'espère vous revoir à Paris pour le congrès de la SFA cette année en décembre. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Une question, parce qu'il y a les thèses là dans 2 minutes, donc il faut que... Merci Nicolas. Je voulais juste faire plus qu'une question, un petit commentaire sur les infections et qui peuvent être source aussi d'instabilité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous a appris là, dans le service à toujours faire une ponction sur ces instabilités récidivantes pour rechercher une infection en première intention. Et le phénomène mécanique que j'ai compris, c'est que l'infection, elle produit beaucoup de liquide, ce qui décoapte l'articulation et tu as des instabilités humides, pleines de flotte. Ouais. Oui, c'est classique, c'est vrai. J'avoue que je n'ai pas l'expérience personnelle, mais c'est effectivement classique sur des épaules qui ont, on va dire, qui ont gonflé, hein, qui se sont avec un épanchement liquidien, mais souvent on a des instabilités sans épanchement liquidien, en tout cas pas majeur et pas ponctionnable, donc c'est vrai qu'on est toujours entre deux. On les révise pour un problème mécanique, mais on fait toujours, enfin en tout cas chez nous on fait toujours de la bactério et il n'est pas rare qu'on trouve quelque chose. Donc est-ce que c'était la cause ou est-ce que c'était associé? Mais oui, en tout cas si elles sont gonflées, je suis d'accord. Et l'autre chose, c'est les phénomènes de subluxation. Avant de se lancer dans la reprise, il y a des patients qui sentent que ça vient bloquer et que j'ai pas repris moi, que j'ai géré comme ça en disant vous évitez le mouvement, vous gérez votre prothèse quoi. Ouais, j'en ai quelques-uns comme ça aussi. Et ils m'ont même dit, maintenant je sais exactement, je sens qu'elle part, mais en fait c'est comme une instabilité gléno-humérale, c'est-à-dire qu'ils disent des gestes que je ne fais plus, mais ça ne me dérange pas. Et puis finalement, c'est une discussion avec eux, mais j'en ai quelques-uns aussi. Et alors, on sent qu'ils sont sur la berge, mais ils ne partent pas. Ouais. Et puis ils apprennent à se gérer le... Ouais. Et alors, si je peux juste compléter, je sais qu'on est pressé, c'est que de temps en temps, cliniquement, si on les fait bien relâcher à la consulte, on sent bien qu'on crée le jeu et puis on dit oui, c'est exactement ça qui se passe. Et s'il arrive à être bien compliant, on les relâche et puis on sent bien ce jeu qu'il y a dans la prothèse et on peut imaginer que si je poussais très fort, je pourrais la luxer. Donc j'en ai aussi.